Donc, conclusion, avec les organisateurs, on a pensé que plutôt qu'une seule conclusion, il était intéressant d'avoir cette petite table ronde qui permet d'avoir plusieurs participants. Chacun va apporter en quelque sorte sa contribution en contrepoint, justement à ce qu'on a entendu aujourd'hui et hier. Et donc, je vous présente donc de la droite à ma gauche Fanny Harmonique, que vous avez déjà entendu tout à l'heure, qui avait posé des questions du musée d'archéologie nationale, Lise Leroux, du laboratoire de recherche des monuments historiques, Gilbert Robert Delahaye, qui est président honoraire de plusieurs sociétés d'érudition. Son nom est apparu à plusieurs reprises, notamment dans la présentation de Fabrice Henriot. Et puis enfin, François Hébert-Suffren, maître de conférences émérite des universités. Il nous manque malheureusement Alain Dirkens, qui était professeur à l'Université libre de Bruxelles, qui avait été sollicité, mais comme vous l'avez compris, ne pourrait pas être là, pas plus que d'autres collègues étrangers, et on ne peut que le regretter. Alors, on va tout de suite enchaîner avec les interventions des uns et des autres, et en particulier celle, pour commencer, de Gilbert Robert Delahaye, qui est à ma droite et qui est à ma gauche, et qui avait prévu aussi quelques images. Alors, je ne sais pas si elles sont déjà accessibles. On les voit peut-être là sur les écrans, c'est ça. Et donc, chacun a un micro, hein, puisqu'on a des micros séparés, et je vous donne la parole, vous pouvez intervenir. Eh bien, merci Christian. Bonjour mesdames et messieurs, tout d'abord j'adresse mes compliments et mes remerciements aux auteurs des communications. Durant ces 2 jours, ils nous ont informés sur l'état d'avancement des travaux en cours dans les différentes directions de recherche relatives à la sculpture tardo-antique et haut médiévale. Merci aussi aux représentants d'autres pays qui nous ont brossé un panorama de ces recherches dans leurs pays respectifs. Recherches souvent beaucoup plus avancées qu'en France et qui ouvrent des perspectives aux chercheurs français. Ceux-ci pourront apprécier les points positifs et s'en inspirer et faire le constat de ceux qui ont peut-être un peu moins bien fonctionné afin de les éviter. Ayant le discutable privilège de compter aujourd'hui parmi les plus âgés et les plus anciens chercheurs qui se vouent à l'étude du Haut Moyen-Âge, j'ai bien sûr connu les initiatrices des recherches sur les monuments sculptés du IVe au Xe siècle, mesdames Denise Fossard, Mève Vieillard-Troyer-Courhoff et Elisabeth Châtel. Je conserve le souvenir ému de conversations avec Mève Vieillard-Troyer-Courhoff et son mari, tout en savourant une tasse d'un délicieux thé parfumé dans leur appartement au dernier étage d'un immeuble situé en face du Trocadéro, d'où la vue plongeait vers le palais de Chaillot, la tour Eiffel et jusqu'au Champ de Mars. Même si les recherches de ces pionnières ont parfois été accueillies avec réserve, en raison notamment du choix du cadre d'études par département géographique du lieu de conservation des œuvres, il s'avère que leur choix s'est avéré par la suite éminemment utile et justifié. Puisque j'évoque ces 3 éminentes précurseuses, ayons garde de ne pas oublier leurs collaborateurs, rétribués ou bénévoles, tels Madame Denise Fourmont, photographe au CNRS, qui, chaque année, partait en mission avec l'une de ces dames pour recueillir l'image des monuments sculptés tardo-antiques et haut médiévaux d'un département français. Les tirages photographiques qui en sont résultés sont aujourd'hui la richesse des archives que M. Pierre-Yves Le Pogam évoquait hier. Un autre de leurs collaborateurs mérite aussi qu'on évoque ici son souvenir et son œuvre, c'est Pierre Rousseau, leur dessinateur, chercheur lui-même, dont l'érudition n'avait d'égal que la modestie et le talent. Illustrateur du volume que la marquise de Maillé consacra aux cryptes de Jouarre, publié en 1971, il a laissé sur ce monument et les trésors d'art qu'il recèle un portefeuille de plusieurs dizaines de dessins dont bon nombre sont demeurés inédits. Alors, peut-être allons-nous contempler quelques-unes des images. Vous avez projeté sur l'écran quelques relevés des cryptes de Jouarre. Voilà, si on peut avancer le défilement. Alors, vous voyez, il relevait même les profils des bases et des impostes.
Il était en ce domaine un pionnier à l'époque. On voit le sarcophage d'Agilbert, une des faces longitudinales du sarcophage d'Agilbert ici. Un autre des sarcophages. Je suis heureux de vous le montrer parce qu'il est d'influence nettement orientale. Quand on examine les différents éléments du décor, on s'aperçoit que ce sont des choses que l'on retrouve très fréquemment dans les pays de la Grèce, la Turquie actuelle et dans à peu près tout le Proche-Orient. Alors j'en viens maintenant à un ouvrage dont il ne faut plus prononcer le mot, entendais-je tout à l'heure, L'art pré-roman de Jean Hubert, mais qui en son temps a été quand même un guide pour des générations, et qui a même été, il est paru en 1938, mais a été réédité, je crois, en 1974, et il a encore servi, je le disais, à des générations de chercheurs. Alors je pense qu'il ne faut pas non plus passer sous silence le nom de quelques-uns des patrons de recherche des trois dames pionnières. André Grabart, d'abord, qui avait initialement réuni ces trois femmes autour de l'art chrétien oriental, avant qu'elles ne s'attachent à la prolongation des recherches que Jean Hubert avait initiées dans son ouvrage L'art pré-romain. Tous ces grands anciens avaient-ils conscience de l'extraordinaire mouvement de curiosité et de recherche qu'ils mettaient en œuvre ? Peut-être ou peut-être pas, mais ce qui importe, c'est que ce mouvement perdure et qu'il nous réunisse ici, aujourd'hui, pour nous projeter dans l'avenir. Ce courant réactivé aura des prolongements, n'en doutons pas, dans des domaines nouveaux, tels ceux qu'ouvre l'informatique, avec notamment le dessin assisté par informatique et d'autres techniques. Je confesse qu'adepte pour ma part, et eu égard aux moyens dont je dispose, des relevés graphiques sur papier avec un instrument de mesure et un crayon, même si d'autres systèmes d'enregistrement d'images existent désormais, tels la lasergrammétrie, les nuages de points, etc., dont on nous a entretenu, je souhaite simplement que les centaines de relevés de sarcophages, par exemple, que des dizaines de chercheurs ont patiemment collectés, trouvent encore un peu d'utilité en complétant, pourquoi pas, les précieuses archives dont M. Lepogam assume la conservation. Là, par exemple, ce sont des choses que j'ai relevées en Égypte, sur des monuments égyptiens. Bon, si je ne prétendais que ces décors figurent sur un sarcophage mérovingien, vous seriez enclin à le croire, je pense. C'est par ce souhait que les relevés de bon nombre d'autres chercheurs prennent place dans ce que j'appellerais par simplicité les archives Lepogam. C'est par ce souhait que j'achèverai ce chapitre sur la nostalgie, avant de vous inviter à tourner vos regards vers la poursuite du vaste inventaire numérisé des monuments sculptés du 4e au 10e siècle, que nous appelons de nos voeux et dont il faut souhaiter que l'accès soit le plus aisé possible pour tous les chercheurs, tant nationaux qu'étrangers. Car les clivages induits par les frontières tendront à s'effacer au fil des décennies, et l'on redécouvrira que les influences artistiques et iconographiques peuvent s'exercer sur de longues distances et dans des durées également assez longues. Alors voilà ce par quoi je voulais illustrer ce propos, ce sont ces relevés effectués sur des monuments égyptiens. Au cours de ces 2 journées d'études, diverses formes d'expression de l'art de la sculpture ont été présentées, mais il en est quelques-unes qui, même si elles ne relèvent pas des formes majeures de cet art, ne doivent pas pour autant être négligées. Ce sont les œuvres issues du moulage. Certes, elles sont présentes dans les volumes déjà publiés du recueil général des monuments sculptés en France pendant au Moyen-Âge. Messieurs Marcel Durlia, Christophe Dereau et Maurice Selle, dans le volume consacré à la Haute-Garonne, ont pris grand soin d'inventorier tous les fragments dentéfixes à décor chrétien, mais au jour, par exemple, sur le site de Saint-Bertrand de Comminges, quelques-unes de ces images. Il y a un bon nombre de vestiges recueillis sur les sites de Saint-Bertrand de Comminges, et ils ont pris soin de les publier, même de petits fragments, et c'est extrêmement utile. On voit donc que, même si ce ne sont pas de grandes œuvres de sculpture, ce sont des produits issus du moulage, mais ils en avaient compris l'intérêt et ont
pris grand soin de nous les transmettre dans leur volume. Dans le volume sur Paris, Denis Fossard, Ma vieillarde Yekouroff et Elisabeth Châtel ont su accorder, elles aussi, toute l'importance qu'ils méritent au sarcophage de plâtre exhumé du sous-sol parisien au XIXe siècle par Théodore Vaquet. Pour les départements des Yvelines et du Val d'Oise, la même démarche a été observée par Jacques Sirat et Mes vieillardes Yekouroff et Elisabeth Châtel. Ce n'est donc pas sur l'inventaire de ce type de monument que portent mes craintes, mais plutôt sur la relative rareté des études qui leur sont consacrées, notamment en ce qui concerne leur décor. Si certains de ces thèmes iconographiques répétitifs, là j'évoque les sarcophages de plâtre, peuvent sembler d'une certaine banalité, gardons-nous d'en négliger l'étude. Il en est qui peuvent s'avérer d'une richesse singulière. Alors là, je montre une étude qui est parue il y a un an ou deux, qui n'est pas de ma main, alors je peux en parler avec une grande liberté. Un confrère s'est étonné de ce que, sur les sarcophages de plâtre du bassin parisien, on trouve fréquemment une figure entourée d'un grand cercle, cantonné, voilà quelques exemples, cantonné de 4 cercles plus petits. Alors ce chercheur a proposé une interprétation, ce n'est pas le lieu pour l'évoquer, mais sachez qu'il y a quand même quelques personnes qui s'intéressent au décor des sarcophages. Alors je sais bien qu'il faut étudier la technique, hein, nous sommes tous bien d'accord là-dessus, la morphologie, la technique, etc. Mais ne négligeons pas tout de même les décors qui vont encore nous apporter, je l'espère, beaucoup de connaissances. On pourrait aussi évoquer certains décors épigraphes qui se trouvent également sur les sarcophages de plâtre. Ce n'est pas non plus le lieu de disserter aujourd'hui là-dessus. Donc les recherches stylistiques et morphologiques ont certes leur importance, mais celles relatives à l'iconographie sont tout autant utiles, notamment, je pense, pour la connaissance des mentalités. Le plâtre n'est pas le seul matériau de moulage de monuments, sans doute conviendra-t-il aussi d'accorder l'attention qu'il mérite au stuc et au décor qu'il utilise. Christian nous en a parlé hier. Et puis un dernier point sur lequel je souhaite attirer l'attention à propos des produits issus du moulage, ce sont les petits objets tels les ampoules. On va faire défiler quelques ampoules de Saint-Ménas. Leur taille modeste ne peut sans doute pas les faire qualifier de monuments, et de ce fait, ces objets ne semblent pas jusqu'ici avoir retenu l'attention des auteurs du recueil général des monuments sculptés. Pourtant, ils le mériteraient, car outre qu'ils sont parfois les témoignages d'échanges transrégionaux, on pourrait même dire internationaux, ils montrent aussi une variété de décors, notamment épigraphes, sur les ampoules de Saint-Ménas. Il y en a un certain nombre, d'où leur nom de logis, qui portent des inscriptions. Et peut-être conviendra-t-il à l'avenir de leur accorder un certain intérêt et sinon de les intégrer dans le corpus des monuments, au moins les intégrer dans un corpus, quel qu'il soit. Voilà, je vous remercie, mesdames, messieurs, de m'avoir prêté votre attention. Merci. Je profite, Christian, encore un instant, du fait que j'ai la parole pour expliquer pourquoi on me fait le reproche d'avoir nommé sarcophage bourguignon-champenois un certain nombre de ces sarcophages. Bon, à l'époque, mes travaux ont commencé dans les années 1970, il y a un demi-siècle. Alors donc, à l'époque, il n'y avait pas de définition, il fallait créer des typologies. Les sites où l'on rencontrait le plus grand nombre étaient situés en Champagne et en Bourgogne. C'est ce qui m'a donné l'idée de... Alors, qu'il se soit diffusé bien au-delà, bah oui, j'en conviens volontairement. Oui. Par ailleurs, dans les mêmes années, j'avais déjà mis en évidence le fait que les sarcophages à décor de stries gravées d'obliquité alternée, ponctués de petits points, là, étaient sans doute des imitations de sarcophages de bois. Et par ailleurs, je n'ai jamais prétendu que les sarcophages à décor de panier crucigère aient été fabriqués à Paris. J'ai un temps imaginé que
leur décor ait pu être complété à Paris, mais je suis bien d'accord qu'ils proviennent de carrières iconaises. Voilà. Merci Gilbert Robert de ces rappels, de ces précisions, de cette mémoire justement de ces travaux de ces années 70 dans lesquels vous avez effectivement une œuvre tout à fait novatrice à l'époque. Donc là, avec les 4 personnes, nous avons différents points de vue. On tourne autour de cette question du corpus et de ses limites. Et ce que vous avez montré en dernier avec justement les ampoules de Saint-Ménat, ça fait partie justement des questions qu'on se pose dans ce que l'on peut associer ou pas à l'intérieur d'un corpus comme le nôtre. On y reviendra peut-être. Mais j'en profite pour donner la parole à Fanny Masonik, harmonique du Musée d'Archéologie nationale, qui peut-être justement va revenir sur d'autres aspects concernant les limites de ce corpus et la représentation. Je vous remercie, merci beaucoup. Oui, alors moi je vais aborder peut-être une perspective plus muséographique, mais vous allez voir que ça pose des questions qui vont rejoindre les problèmes des enjeux et des limites du corpus. Alors, quand j'ai pris mes fonctions au Musée d'Archéologie nationale, c'est-à-dire il n'y a pas très très longtemps, il y a 3 ans, l'une de mes premières missions, et qui était probablement une légère forme de bizutage, je ne vais pas vous le cacher, a été de mener à bien un récollement d'un certain nombre d'éléments lapidaires qui étaient conservés à différents endroits du château. Donc la chapelle, dont je vais vous parler aujourd'hui, mais aussi des sous-sols et les douves. Donc ça a donné lieu à des séances de travail un petit peu acrobatiques et poussiéreuses. Jusque-là, vous ne me direz rien d'extraordinaire dans les musées. Et surtout, je me suis rapidement rendu compte de l'intérêt de cette collection, mais aussi de sa dispersion au sein des espaces, voire parfois, il faut le reconnaître, de son absence réelle de prise en charge. Mon intégration au réseau SATMA a été pour moi l'occasion de revenir un peu sur l'histoire de cette collection et plus particulièrement sur ce qu'on appelle le musée chrétien du Musée d'Archéologie nationale. Je vais vous expliquer ensuite. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs de m'avoir conviée à cette table ronde et j'espère qu'elle va être pour moi plus un point de départ de cette recherche qu'un aboutissement, parce que je vais lancer des pistes et j'espère que nos échanges vont m'aider à avancer un petit peu dans tout ça. Et je pense que tout ça va rentrer un petit peu en résonance avec ce qu'a dit Pierre-Yves Le Pogam hier sur la réception moderne de cet art sculpté. Donc la collection qu'on désigne sous le nom de musée chrétien au Musée d'Archéologie nationale désigne un ensemble de sculptures, de sarcophages, de stèles et de moulages qui autrefois étaient présentés dans la chapelle du château afin d'évoquer, selon les mots de Salomon Reynac, l'histoire du christianisme dans la Gaule romaine et mérovingienne. Sur la gauche et au milieu, vous avez un exemple évidemment de ces anciennes présentations et je vais vous expliquer un petit peu plus avant comment elle évolue. Le nom de Salomon Reynac est très fortement attaché en fait à celui du musée chrétien et en débutant mes recherches, je pensais, comme la plupart de mes collègues, qu'il en était l'instigateur, évidemment parce qu'il est conservateur du MAN à ce moment-là, mais aussi parce qu'il publie le premier guide de visite qui est consacré à cet espace en 1903. Et en fait, j'ai mené des recherches mais assez rapides déjà aux archives du MAN et je me suis rendu compte très vite qu'en réalité, le projet de musée chrétien existe pratiquement dès l'origine du musée, qui est ouvert en 1867. Et en fait, en 1873, on trouve déjà dans le journal officiel de la République française une mention qui dit « C'est dans cette chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye que l'on doit installer les collections archéologiques relatives aux origines du christianisme dans la Gaule, après qu'on l'aura débarrassée des horribles badigeons dont elle a été couverte par les artistes au service de Louis XIV. » Pour la petite histoire, on parle de peinture de Simon Vouet, ça c'est juste à part. Cela dit, il paraît assez logique qu'on ait très tôt envisagé l'usage futur de la chapelle, tout simplement parce que dès le début de la restauration du château, on nous dit bien, et c'est une évidence, que c'est un édifice de première importance au sein du château. Pourquoi alors, me direz-vous, ce retard à l'allumage entre l'ouverture du musée et l'ouverture de la chapelle? Tout simplement parce que les restaurations du bâtiment, qui sont conduites par Eugène Millet, comme vous le savez sûrement, se poursuivent pour l'intérieur de la chapelle jusqu'en 1900. Donc l'espace ensuite est ouvert au public à partir de 1902 et permet de présenter auprès de quelques originaux, mais pas tant que ça, il faut bien le dire, de nombreux moulages qui proviennent de collections, d'échanges, mais aussi de moulages qui sont réalisés par Benoît-Claude Champion, qui est le chef de l'atelier de moulage du musée à l'époque,
Des moulages qui sont réalisés à la demande de Salomon Reynac, spécialement pour constituer un ensemble plus cohérent pour le musée chrétien. Donc, dès le départ, c'est un espace qui est conçu par Reynac vraiment comme un corpus d'œuvres qui sont destinées à illustrer les débuts du christianisme et qui sont choisis surtout, là pour le coup, pour leur iconographie, la présence d'inscriptions ou de symboles qui sont explicites par rapport à ce sujet-là. Et à ce titre, donc, on comprend très bien l'importance qu'il va accorder au moulage qui permettent d'élargir le corpus et d'accentuer sa pertinence. Dans le cadre évidemment de notre corpus aujourd'hui SATMA, c'est vrai que les moulages peuvent sembler un petit peu en marge de la réflexion et cependant ils apparaissent notamment quand désormais ils ont valeur d'originaux ou même, je dirais, quand ils peuvent documenter un ancien état de conservation. Par exemple, je ne cite qu'un seul exemple, c'est dans le tome 3 des monuments sculptés, où on évoque un sarcophage avec inscription de Tournedos sur Eure, qui est un moulage qui est conservé au Man et qui est à l'origine un objet du musée de Louviers, mais qui a disparu. Donc je m'interroge un petit peu à la place qu'on pourrait accorder au moulage dans le cadre du corpus, et je serais vraiment ravie qu'on en rediscute, vraiment ça m'intéresse. Et par ailleurs, le corpus va personnellement m'apporter beaucoup dans la réétude de nos moulages pour savoir s'il y en a qui ont valeur d'originaux aujourd'hui par rapport à ce qui est conservé dans les musées de France et de Navarre. Pour continuer un petit peu sur l'histoire de ce musée chrétien, dont vous avez vu un des premiers états ici, l'espace va rencontrer dès son ouverture un succès très important et Reynac dit dès 1903 qu'il a obtenu pour la chapelle une autorisation spéciale d'ouverture en dehors des horaires classiques de visite. Et pourtant, la suite de l'histoire est assez houleuse puisque l'espace subit un réaménagement entre 1931 et 1935, puis il va réouvrir. J'ai peu d'informations sur toute cette période-là. Et très rapidement, la partie centrale de l'espace va être dégagée et les éléments les plus volumineux sont rangés le long des murs pour permettre la tenue d'événements. C'est ce que vous voyez sur l'image centrale. On sait notamment que la calasse s'est produite dans la chapelle du Man. Ensuite, en 1964, on sait que les sarcophages sont toujours, je cite, d'après un document conservé aux Archives nationales, entreposés dans la chapelle. Ça dit bien ce que ça dit, on n'est plus vraiment dans des questions muséographiques à proprement parler. Et après, ensuite, d'après différents collègues qui sont mieux informés que moi, c'est au moment de la restructuration du musée après 1974 que des éléments qui étaient encore présents au sol ont été évacués de l'espace et qu'on ne conserve que ce qui est au mur. C'est assez obscur de comprendre exactement pourquoi. C'est encore en cours de réflexion. Donc, pour finir, je voudrais dire que les vicissitudes du musée chrétien de Saint-Germain n'ont pas manqué de m'évoquer un peu celle de la section des antiquités chrétiennes du Louvre, évidemment. Et je dois dire que la situation est encore plus complexe ici, puisque, si j'ai bien tout compris, on a une section qui était déjà envisagée par Jean Ron, dont l'idée va être reprise sans beaucoup plus de succès par Laborde. Finalement, elle va renaître de ses cendres, mais de manière officieuse avec Barbet de Jouy. Et cette initiative, qui est qualifiée dans l'histoire du Louvre d'originale et controversée, aboutit avec Étienne Coche de la Ferté en 1954, mais dans des conditions extrêmement délicates, puisque j'imagine que vous le savez, et sinon, sachez que de la Ferté est placé sous le contrôle des conservateurs en chef des autres départements, qu'il manque beaucoup d'espace et que, bien sûr, les départements d'origine des différentes pièces sont assez peu enclins à les céder. Et on comprend bien qu'au Louvre, ce qui a posé problème, c'est la transversalité du projet. En tout cas, il me semble que c'est l'une des différences importantes entre cette section et celle du Man, puisque celle du Man, déjà, ne suscitait pas de rivalité potentielle dans une conservation qui était assez restreinte. Et par ailleurs, elle avait été voulue quasiment dès la création du musée, comme je vous l'ai expliqué. Et ça, il me semble que ça rapproche en fait le Man du cas du département des arts de l'islam, qui est un département qu'on cite souvent en contrepoint de cette section des antiquités chrétiennes. Mais à ma connaissance, ce département des arts de l'islam a bénéficié dès le début d'un inventaire dédié qui a été dressé en parallèle de celui des objets d'art. Je ne vais pas revenir après sur les débats récents autour du département des arts de Byzance, des chrétientés d'Orient, mais on pourrait en parler, d'autant que j'ai cru comprendre que le projet reprenait de plus belle. Mais en tout cas, force est de constater que ces musées chrétiens ont eu du mal à s'épanouir dans nos musées respectifs, et je pense que cette histoire mériterait qu'on s'y attache un petit peu plus avant. Et pour conclure,
J'aimerais bien revenir à Salomon Reynac parce que finalement la problématique du cloisonnement, elle est au cœur de l'histoire de ces musées chrétiens. Et Reynac, justement, à son époque, encourageait le décloisonnement de la recherche. Il faisait preuve d'un vrai intérêt pour les corpus, pour les démarches comparatives, et je pense que dans le cadre de notre corpus SATMA, on s'inscrit dans cette belle lignée qui va, j'espère, permettre aux MAN de mieux documenter l'histoire de ses collections, de la muséographie de la chapelle. Et j'aimerais, une fois que ce travail scientifique sera réalisé, j'aimerais trouver l'opportunité peut-être de faire renaître de ses cendres ce musée chrétien, via notamment, par exemple, des prises de vue 3D de l'espace, des prises de vue des œuvres qui nous permettraient de reconstituer, par exemple, en réalité augmentée, la présentation de Salomon Reynac et de proposer à nos visiteurs une visite originale de cet espace en les transposant en fait au début du XXe siècle. C'est une idée qui m'est venue comme ça, mais je pense que ce serait un bel aboutissement de cet important travail et puis une vraie valeur ajoutée à la visite de la chapelle. Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage sur effectivement ces présentations qui ne sont pas toujours très connues et qui montrent toute la difficulté. C'est vrai que vous l'avez rappelé, l'intérêt justement de ce corpus est de pouvoir donner à disposition l'ensemble d'une documentation qui va s'étayer au fur et à mesure. Et par rapport justement à des musées qui doivent faire des choix dans la présentation. Donc notre regard évolue aussi en fonction. Je pense actuellement aux réflexions qui sont menées à Autun sur le musée, qui est la question de la transition entre la période antique et la période médiévale, et quelle part on va donner justement à ce qui nous intéresse ici, spécialement depuis hier, cette antiquité tardive et ce haut Moyen-Âge. Donc il y a des choix, et je pense que le corpus, plus il augmentera dans sa présentation, plus il se trouvera aussi avec les autres bases de données européennes, plus il nous aidera à mieux saisir justement ces choix. Dans l'ouverture que nous avons essayé de dresser depuis hier et encore plus ce matin, il y a évidemment les matériaux, vous l'avez compris, et nous avons la chance d'avoir aussi à côté notre collègue Lise Leroux, qui ne travaille pas seulement au laboratoire, mais souvent sur le chantier, sur les échafaudages, et qui connaît bien aussi ces matériaux, et en particulier justement ces matériaux qui servent pour la sculpture. Je vous passe la parole. Oui, alors effectivement, je vais parler d'un corollaire en fait à l'ensemble des problématiques qui ont été évoquées ce matin et qui sont assez transversales en fait. La problématique de la matérialité des œuvres, c'est-à-dire de la provenance du matériau, est quelque chose qui est assez transversal à l'ensemble des problématiques qui ont été évoquées ce matin et hier aussi, je pense. Il est bien évident, à mon humble avis, et je pense que je vous en êtes convaincu, que l'identification de la nature du matériau en œuvre dans la sculpture est un indice à ajouter et a de l'intérêt par rapport à la mise en ligne d'un corpus. Alors bien évidemment, ça demande un travail qui est un travail d'identification qui est assez énorme. Et il n'est pas dit que ce soit quelque chose qui soit réalisable de façon immédiate, mais c'est la connaissance de la nature de la pierre en œuvre et de sa provenance est évidemment un indicateur de l'histoire de l'œuvre à plusieurs niveaux. Et on a bien vu aussi ce matin à travers les différentes présentations qu'on ne pouvait pas appliquer un seul schéma. Et je retiendrai finalement la conclusion de M. Grégor, qui était qu'il y avait une adaptation de l'exécutant aux matériaux. Et je dirais presque que c'est une question d'opportunisme, en fait. Parce que ce que l'on a vu ce matin aussi transparaître, hormis pour le cas des sarcophages, où là on a quelque chose de plus particulier, c'est qu'on a dans l'ensemble de ces œuvres beaucoup de réemploi, avec à nouveau probablement pas un seul schéma à retenir, mais une multitude de schémas qui sont adaptés à des questions d'opportunité et de saisie de l'opportunité. Approvisionnement des chantiers de construction et réalisation d'œuvres à destinée architecturale, telles que des chapiteaux ou un chancel, à partir d'édifices qui sont existants à proximité, qui sont la ressource carrière. Et ce n'est pas pour autant qu'il n'y avait pas de savoir-faire d'extraction. C'est-à-dire que
on utilise en réemploi des matériaux parce qu'ils sont disponibles, mais pas parce qu'on ne sait pas les extraire. Puisqu'on voit bien que pour les sarcophages, on a un grand savoir-faire de l'extraction. Et puis, choix aussi parfois, probablement des matériaux à des destinées précises. On le voit à travers la commande de colonnes en marbre, où on va choisir des matériaux destinés à la réalisation d'un tombeau ou d'un ouvrage, ou à la réalisation de mise en place de colonnes dans un édifice. Alors on fait venir ces colonnes de loin parce qu'on veut quoi? On veut la nature du matériau ou on veut la forme? Je dirais que très souvent, ce qui transparaît, c'est qu'on veut la forme. Mais peut-être pas toujours. Là, à nouveau, il ne faut pas appliquer un schéma complet. Mais quand on regarde la crypte de Jouarre, on voit bien qu'on a des colonnes, en tout cas, qui sont utilisées pour leur forme et leur valeur architecturale, qui sont de nature de marbre très différent et qui donnent un rendu qui est un rendu hétérogène. Alors qu'on a une plus grande homogénéité au niveau du rendu des chapiteaux. Et pour autant, on sait qu'on avait a priori 2 fournitures différentes et peut-être 2 provenances différentes. Alors, est-ce que c'est... Alors, on est sur un édifice qui est en œuvre, qui est mise en œuvre romane, un 12e, qui réemploie des chapiteaux qui sont des chapiteaux dus au Moyen-Âge. Est-ce qu'ils étaient en œuvre au Moyen-Âge dans un même édifice? Est-ce que la provenance initiale, c'est un édifice antique qui a généré, et qui a une resculpture après d'un chapiteau antique? On voit qu'on a des resculptures à l'époque romane de chapiteaux dus au Moyen-Âge qui étaient peut-être des chapiteaux de l'Antiquité avant. Et là, on se dit, mais pourquoi? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi sculpter un chapiteau dans un chapiteau? Pourquoi pas sculpter un chapiteau dans un autre bloc? Ce qui apporterait moins de contraintes formelles, parce que utiliser un chapiteau préalable pour faire un chapiteau, ça impose une contrainte formelle. Il y a tout un tas de questions comme ça qui sont à soulever, et dont une des réponses est finalement donnée dans la conclusion de M. Grégor, c'est qu'il y a aussi beaucoup, à mon avis, d'opportunisme. Voilà. Merci de rappeler justement cette question du réemploi. C'est un aspect qu'on avait abordé justement dans le cadre du corpus, l'enregistrement bien notifié dans les notices de ces réemplois, avec des questions que vous soulevez, réutilisation de l'édifice précédent ou récupération de villets. On voit qu'il y a des périodes plus propices pour cela, notamment à l'époque carolingienne, on voit un certain nombre de chapiteaux de marbre qui sont réutilisés, mais c'est aussi, bien entendu, la signification que donne ce marbre, ce matériau riche, pour marquer l'ancienneté, enfin ce que je crois, du lieu que l'on restaure, que l'on agrandit ou que l'on construit. Et donc ça me permet de faire la transition avec le monument. Nous avons notre ami François Bersuffrin qui connaît bien justement à la fois la sculpture mais aussi ces monuments du Haut Moyen-Âge et qui peut peut-être nous en dire 2 mots aussi dans l'intérêt justement de ce corpus qui ne doit pas simplement accumuler les œuvres, parler des matériaux, mais aussi à travers ces œuvres parler des monuments. Bien, oui, je pense que vous m'entendez. Pardonnez-moi. Oui, je suis ravi d'être ici pour vous parler du côté universitaire et historien de l'art, parce que jusqu'ici, on est apparu quand même très technicien, il faut bien dire, et aussi pour développer un petit peu l'aspect carolingien qui n'a été que très peu vu cette fois-ci, à part par mon camarade Christian, qui a développé certains aspects, mais à travers essentiellement des éléments qui sont des éléments disparates, des éléments trouvés en fouille, souvent dans des contextes qui sont peu reconnaissables. Donc, je voudrais, moi, aborder plutôt les choses, peut-être en historien de l'art, en voyant un petit peu le problème du chapiteau carolingien à travers ce que l'on connaît. Ce qui m'obligera naturellement, même si je n'ai pas de photographie, mais il y en aurait beaucoup trop serait nécessaire, ce qui va m'obliger à aller obligatoirement vers l'Allemagne où la plupart des grandes réalisations
carolingiennes en matière de chapiteaux ont été réalisées ou sont conservées. Mais je voudrais insister sur un certain point, c'est-à-dire sur la manière dont les carolingiens, dans le cadre de la Renaissance entre guillemets carolingienne, se réfèrent de manière assez délibérée à l'Antiquité. Avec un point qui me paraît important, en regardant les chapiteaux aussi bien d'un côté et de l'autre du Rhin, eh bien on s'aperçoit que les sources ne sont pas strictement les mêmes. En effet, lorsqu'on se trouve placé en France, disons, dans la partie, en grande partie non germanique, et qui a été longuement romanisé, disons profondément romanisé, eh bien on voit que ce sont les modèles de chapiteaux qui sont déjà très souvent très fortement déformés, simplifiés. Par exemple, où l'on va trouver des chapiteaux donc, extrêmement simplifiés. On va retrouver lointainement les modèles anciens, mais terriblement schématisés. J'en prendrai pour exemple Germigny-des-Prés, sur lesquels on a tous travaillé ces derniers temps assez précisément, et où à Germigny-des-Prés, vous retrouvez à l'arrière-plan des modèles qui sont des modèles antiques, mais avec toutes les déformations héritées par des transformations successives, j'imagine, de la basse antiquité. En particulier, par exemple, pour les chapiteaux de Germigny, l'emploi très systématique des palmettes pour remplacer la feuille d'acanthe. Et chose que l'on trouve dans un certain nombre, sous une forme plus ou moins simplifiée, qu'on trouve relativement dans des chapiteaux, même des chapiteaux de marbre provenant de l'Ouest. D'autre part, certaines formes, comme du chapiteau corinthien, on les appellera peut-être plutôt corinthisants, parce que ce sont des choses où on reconnaît, par exemple, la collerette du chapiteau corinthien, et puis on peut avoir une simplification géométrique de la partie supérieure. C'est le cas des chapiteaux qui encadrent l'abside de Germigny-des-Prés. Donc on voit là, or on est quand même devant un bâtiment qui est luxueux, qui possède une mosaïque extrêmement importante, la seule au fond qu'on conserve en France de l'époque carolingienne. Et donc on voit que dans le chapiteau, eh bien, on va adopter des schémas très simplifiés. En revanche, lorsqu'on est du côté germanique, dans des zones qui n'ont été colonisées que tardivement, et qui n'avaient pour la plupart jamais été colonisées par des Romains, eh bien, on va aller à des schémas, à des modèles beaucoup plus classiques. Alors, sans doute, avec les apports qui ont pu être faits à partir d'Italie du temps de Charlemagne et de ses successeurs, mais on n'a pas toutes les sources, c'est difficile de le dire, mais avec des chapiteaux qui seront beaucoup plus canoniques que ceux que l'on trouve sur le territoire. Donc, je pense que dans cet inventaire, il faudra quand même toujours penser à se référer aussi à ces grands exemples carolingiens dont on possède un reflet assez différent du côté français. Citons par exemple les exemples de Fulda, ou aussi bien la cathédrale que Saint-Michel de Fulda, par exemple, ou de Corvey. À ce propos, une petite parenthèse, parce que je voulais le dire hier, et puis on a parlé d'autre chose, c'est qu'on a parlé notamment des chapiteaux simplement épanelés, peut-être peints à l'origine, et or, dans le Westerque de Corvey, au rez-de-chaussée, eh bien, nous avons 4 piliers qui soutiennent le sol de la chapelle supérieure et qui possèdent des chapiteaux corinthiens très bien formulés, mais dont le détail n'a été gravé que sur certaines volutes. Or, Hilde Clausen, qui a beaucoup travaillé sur Corvey, a remarqué, mais malheureusement ça n'a pas été relevé ou ça n'était pas possible, je ne le sais pas, que dans les pores de la pierre, il y avait de la couleur. On peut donc imaginer peut-être que la gravure qui est sur certaines des feuilles
est en fait un modèle à suivre par la peinture. En tout cas, c'est une hypothèse qui a été évoquée. Alors, dernier point dont je voudrais parler, c'est de tous ces éléments dont a parlé Christian, qui sont disparates et qu'on ne reconnaît pas forcément bien comme carolingiens. Il faudra naturellement qu'on arrive à faire un répertoire qui soit relativement important pour qu'on puisse mettre véritablement en relation des chapiteaux qui sont en place, par exemple, dont on peut connaître à peu près bien la datation, comme pour Germigny, et des chapiteaux qui, eux, ont été dispersés et n'ont pas de contexte véritablement. Il est vrai que, tout de même, on a vu que, par exemple, pour certains, je parlais de la palmette des chapiteaux de Germigny, eh bien, on la retrouve à Flavigny-sur-Ozerin, sur une forme un peu plus simplette, je dirais, mais on est dans un contexte qui paraît semblable. Il faudra, j'imagine, élargir au maximum de manière à ce que l'historien de l'art il trouve son compte. C'est-à-dire, c'est bien de répertorier, mais on aime bien qu'on puisse avoir la possibilité d'utiliser les choses par la suite. Je vais terminer. Enfin, je voudrais faire un hommage quand même, moi aussi, à mes vieillards Troïkourov, dont j'ai apprécié le thé un bon nombre de fois, et à Elisabeth Châtel, qui était une dame absolument charmante. Allez, je vous remercie. Merci pour ces rappels. Alors c'est vrai que tu dis les chapiteaux, il faut se référer au monument. Qu'est-ce que tu dirais, puisque tu as encore le micro, justement, de notre sculpture dont on a parlé hier avec le mobilier liturgique et Pascal Chevalier. Elle nous a évoqué surtout les exemples de l'Antiquité tardive, mais on les retrouve à l'époque carolingienne. Est-ce qu'il n'y a pas là une différence d'approche à avoir sur ce décor, qui est souvent ce décor d'entrelacs, qui est typique et qui est souvent donné comme essentiellement des éléments de chancel? Est-ce que là, il n'y a pas justement des pistes à poursuivre, à développer, comme l'ont fait aussi nos collègues suisses récemment? Oui, certainement. Mais c'est extrêmement difficile. Déjà, il faudrait être certain que les fragments que l'on trouve soient carolingiens. Bien souvent, on le voit avec le chancel de Saint-Pierre-le-Nain, où les datations varient, où on est incapable de dire s'il présente avec des styles différents une certaine homogénéité ou pas du tout, s'il y a une chronologie importante ou pas du tout, et si certaines pièces, comme le Christ par exemple, doivent être complètement détachées de l'ensemble, bien que les techniques de sculpturales soient à peu près semblables. C'est très difficile de dire. Oui, donc c'est toute la difficulté du mobilier liturgique qui, une fois de plus, n'est pas forcément contemporain de l'édifice, puisque oui, justement... Alors, la question, oui. Alors, la question, par exemple, pour Saint-Pierre-le-Nain, c'est qu'on connaît assez bien, par des fouilles, ce qui a été trouvé dans le sol, et on est à peu près incapable, ou disons partiellement incapable, de mettre en place les nombreuses plaques qui ont été découvertes. Donc, on se rend compte de la difficulté qu'il y a associée à un mobilier liturgique, sauf en Italie où quelquefois c'est encore en place, en France, avec un bâtiment, même dont on connaît bien le substrat. Alors, il nous reste encore quelques minutes. On peut approfondir d'autres aspects qui nous touchent par rapport au corpus. Je pense notamment à la limite justement de l'enregistrement des fragments que nous trouvons. C'est le cas des sarcophages. Effectivement, quand on regarde les réserves des musées, mais surtout aussi toutes ces fiches qui ont été faites par les trois personnes qu'on désigne dans ces années 50, 60, 70, la place des sarcophages et des fragments de sarcophages, j'insiste, est importante. Et hier, Emmanuelle Boub a évoqué l'intérêt qu'elle voyait en tant que chercheur de l'existence et du recensement aussi des sarcophages qui sont lisses, qui n'ont pas de décor. Fabrice Henrion a bien montré ce matin justement comment on pouvait admettre qu'un certain nombre de sarcophages avec des strips pouvaient être retenus. Ce qu'on a fait dans le cadre du corpus. Mais on peut aussi se poser la question, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une différence entre l'intérêt du chercheur dans l'enregistrement de la totalité des éléments appartenant justement à ce domaine funéraire et qui, pour certains, notamment quand il s'agit de plaques complètement lisses,
nous pose un problème, puisque l'identification, déjà en tant que sarcophage, n'est pas si évidente quand on n'a que le fragment. Et ensuite, la limite de la description, évidemment, est très vite atteinte. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser, enfin qu'on s'est posée en commençant à travailler avec l'équipe là, sur la question du corpus, les limites de l'enregistrement des données. Quelquefois, là je parle de plaques, mais ça peut être aussi quelques fragments dont on ne sait pas très bien s'il y a 2 stries dessus, est-ce que ce fragment-là est important ou pas. Le fait que ça soit en marbre, évidemment, ça nous incite à penser qu'on a affaire à un élément de décor ou un élément d'architectonique de moulure ancienne. Est-ce que là-dessus, vous avez des opinions pour ceux qui sont autour de moi, déjà, sur la limite? Parce que c'est aussi la question des musées, car Fabrice Henrion l'a évoqué, je crois, c'est le problème du stockage. Parce qu'on a dit ce matin tout l'intérêt qu'on portait, nous, à ces fragments. Mais quand on discute avec nos amis conservateurs de musées, ils lèvent les yeux au ciel quand il s'agit effectivement de stocker, d'engranger, de présenter éventuellement, mais même pas de présenter, ces dizaines de sarcophages. Je dois dire que pour ma part, souvent maintenant dans des fouilles plus récentes, je suis partisan, quand il n'y a pas de caractère tout à fait exceptionnel ou menacé par un aménagement, de laisser les sarcophages in situ, qui quelquefois est leur meilleure conservation. Et je pense que vous en serez remerciés par un certain nombre, effectivement, de responsables de musées. Bon, après, pour ce qui concerne le MAN, on n'a pas une collection envahissante au point d'en être devenu ingérable, mais déjà, malgré le caractère assez restreint de cette collection, les conditions de stockage sont pas forcément idéales, loin de là. Déjà parce que je pense que pendant un bon moment, effectivement, on s'y est peu intéressé à ces sarcophages qui ne présentaient pas de décor particulier, etc. Et donc, ils ont souvent été laissés à l'extérieur. Donc voilà, vous pouvez imaginer ce que ça peut supposer en termes d'altération. Et puis aussi parce que malheureusement, en ayant été parfois déplacés, redéplacés, ceux qui étaient fragmentaires ont été un peu dispersés. Ceux qui ne l'étaient pas ont pu s'abîmer et le problème c'est que le numéro d'inventaire n'apparaît que sur une partie du sarcophage et après il faut recoller les fragments. Vous me direz, ça a l'air simple comme ça, mais quand ils sont tous mélangés, il faut organiser un puzzle géant et avec des œuvres de cette dimension et de ce poids, ça suppose un très gros chantier de collection. Donc c'est vrai que c'est un sujet important et intéressant. Moi je dois dire que rien que pour parler du musée d'archéologie nationale, il faudrait mener un chantier de collection qui se consacre uniquement au sarcophage pour savoir exactement où on en est. Parce que je pense qu'on a un peu perdu trace de certains éléments. Mais voilà, ça suppose des moyens et de l'espace, ça c'est clair. Merci, oui, effectivement, là, il y a cette difficulté, je pense, c'est aussi celle d'autres éléments dont on n'a pas parlé, qui sont les moulures, les bases, qui peuvent être nombreuses. On peut avoir l'attitude qu'a eu Genève, par exemple, dans la présentation du sous-sol archéologique de la cathédrale, de présenter derrière des grilles l'ensemble pour montrer la quantité que ça représente. Parce que quelquefois, en soi, la pièce n'est pas forcément unique, exceptionnelle, mais qu'on se rende compte de ce que ça représente comme masse, ça peut être aussi intéressant. Donc il y a plusieurs attitudes à avoir, sans doute. Ensuite, il y a la qualité des matériaux qui se conservent plus ou moins bien aussi. Et là, c'est évident, on a parlé des stucs tout à l'heure, ou du plâtre, des sarcophages de plâtre, bien entendu. Il faut en prendre soin. Est-ce que sur ces questions, les listes de roue, nous, en tant que conservateur, chercheur au Centre des monuments historiques, en étant seulement une humble géologue, je ne me prononcerai pas sur l'intérêt ou non de conserver absolument des plaques qui ne présentent pas de sculpture, bien qu'elles aient un intérêt archéologique potentiel. Je vois très bien qu'il y a à un moment donné des limites à la conservation des objets et à la conservation des objets clairement identifiés, numérotés, reconnaissables et utilisables à long terme. Néanmoins, l'intérêt et l'enjeu d'un corpus en ligne, c'est de pouvoir garder d'une façon numérique cette information. Donc, dans ce cadre-là, effectivement,
l'identification des matériaux qui sont en œuvre dans certains types d'éléments, de fragments, peut être une information qui est une information utile. Voilà. Alors après, il faut pouvoir, ça c'est un vœu pieux, après il faut pouvoir faire les identifications et pouvoir engranger cette information. Voilà. Mais on voit bien que dans la connaissance de la diffusion des matériaux et de l'économie des chantiers, d'un point de vue plus général, l'économie d'un pays et des voies de diffusion, des systèmes de transport, ce sont des informations qui peuvent être intéressantes. Très bien. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter sur ce sujet. Alors c'est vrai que ce qu'on a vu ce matin est important aussi sur le problème, on a parlé des matériaux, mais je pense aussi de la circulation des hommes, sur le fait que c'était un peu évoqué hier que certains motifs se retrouvent d'une région à l'autre ou d'un pays à l'autre aujourd'hui. Donc l'intérêt de ces corpus, plus ils sont larges, notamment à l'échelle européenne, plus ça permettra de voir justement peut-être ces circulations. J'avais été frappé pour ma part en travaillant sur la Bourgogne de voir, c'est évoqué ce matin par Bénédicte, que certains chapiteaux étaient effectivement en marbre de Bourgogne, donc on peut identifier, mais en même temps leur forme était tout à fait identique à celle de chapiteaux des Pyrénées. Donc est-ce que, puisqu'une fois qu'on avait dit que le marbre était local, est-ce que le sculpteur, lui, venait d'ailleurs, ou est-ce qu'il avait des carnets de modèles, enfin ce qu'on dit souvent, notamment pour les époques ultérieures. Donc ça fait partie des questions qui sont encore très ouvertes, pour lesquelles on peut l'espérer, le corpus engrangeant beaucoup de données accumulées sur les origines des œuvres, sur leur présence dans tel ou tel monument, pourra peut-être nous permettre aussi de cartographier, puisque là encore, tous ces corpus et ces nouvelles techniques nous permettent aussi de dresser facilement des cartes de répartition, pas seulement comme le faisait Jean Hubert, à travers des cartes déjà qui étaient tout à fait nouvelles dans leur réflexion dans ces années 50, mais aussi en multipliant les données et le croisement des données sur ces cartes, notamment à partir des carrières qu'on commence à mieux identifier. Est-ce que sur ces points ou d'autres, vous avez des choses à ajouter? Terminé. On a fait le tour. Je regarde en même temps les organisateurs, plutôt je les vois pas, notamment Pierre-Yves Le Pogam, puisque nous arrivons au terme de cette seconde journée, pour laquelle nous avons donc croisé beaucoup d'informations et d'ouverture sur différents aspects, avec des pistes. Et vous l'avez compris, on n'en est qu'au début. C'est-à-dire qu'hier, pour ceux qui étaient là, vous avez vu combien les 13 volumes anglais nous permettaient déjà en ligne d'aborder un certain nombre de questions. Pour l'Italie, de le faire à partir des volumes papier, ce qu'on fait depuis longtemps. On a pour la France les quelques volumes publiés par le CTHS, qui avait été aussi un peu critiqué à une époque, il faut le rappeler, parce que justement la relation avec le monument n'avait pas toujours été faite. Et c'est ce qu'on voudrait éviter aujourd'hui à travers justement ce corpus de la sculpture, qui s'adosse aussi au corpus qu'on avait lancé il y a un certain nombre d'années sur l'architecture, qui est un corpus européen, qui est loin d'avoir abouti encore pour la France, mais qui a déjà beaucoup avancé pour d'autres pays, et qui permettra là encore aussi de croiser les données sur les œuvres sculptées et sur l'architecture. Donc je pense que dans quelques années, on pourra peut-être se retrouver ici et faire le point sur toutes ces avancées. Voilà, je pense que je vous remercie les uns et les autres d'avoir participé à cette table ronde et je vous souhaite une bonne fin de journée.